Salut à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 21e numéro de Radio 4 quarts en direct sur la page Facebook Urban Street Reporter. On est également en live sur la page Facebook LBSFM et cette émission est en partenariat avec nos amis d'MNG Radio 99.7 FM en Seine-et-Marne. On les salue et d'ailleurs cette émission qui sera rediffusée dès demain sur leurs antennes. Pour m'accompagner ce soir, pour ce 21e numéro, Ibrahim Kamara, le dérangeur. Salut Ibo. Salut Nas, salut Ndei, salut la Sana derrière. Salut à tous ceux qui nous regardent. Exactement. Ou qui nous écoutent. C'est ça, exactement à ceux qui vont nous écouter demain dans leur voiture ou chez eux sur les antennes d'MNG Radio. Et une toute nouvelle qui est avec nous, c'est Ndei. Salut Ndei. Salut, enchanté. Comment tu vas ? Bah ça va très bien et vous ? Ça Vous va, allez bien ? ça va. On est là. Super. Merci d'être avec nous ce soir, Ndei. Bienvenue dans la famille de Radio 4 quarts. Je sais plus c'est la combienième chroniqueuse. Faudrait faire un compte. Ouais, faudrait qu'on fasse un petit compte. Un petit compte, un petit décompte de tous C'est vrai. les chroniqueurs et chroniqueuses qui nous rejoignent au fil des émissions. C'est vrai. T'es chez toi ici, Ndei. Voilà. Bah, Donc merci, bienvenue. merci. Il y a de la bienveillance ici, mis à part Ibrahim. Je le répéterai jamais assez. Au programme de cette émission, ah oui, je l'ai pas dit, mais on est en live sur Instagram également, un live géré par la Sana. Donc on est également en direct sur Instagram USR officiel. Au programme de cette émission, les amis, on va parler de Thomas Pesquet qui vient d'arriver sur Terre après 6 mois dans l'espace. On va se demander si justement la conquête spatiale doit pas être démocratisée à l'échelle nationale. Deuxième sujet qu'on va évoquer autour de la table, c'est le film d'Aïssa Maïga, Marcher sur l'eau, qu'Ibrahim a vu aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Donc il va nous en parler et puis on aura tout un débat autour de l'écologie et la place que ça a dans notre quotidien. Et puis pour terminer, un peu de sport avec Edouard Mendy qui n'est pas dans la liste des 30 du Ballon d'Or. Il en a parlé sur Canal+ ce dimanche. Est-ce un scandale ou non ? On en débattra aussi autour de la table. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Urban Street Reporter sur Facebook, USR officiel sur Instagram et sur Twitter, et puis notre YouTube et Sport et Création, sans oublier le site web, Ibrahim, UrbanStreetReporters.com. où le podcast sera en ligne très rapidement après l'émission. On va démarrer avec le sujet numéro 1. C'est un peu le sujet du moment. Hein. C'est un sujet, si vous avez suivi un peu l'actualité française, vous avez sans doute vu le retour de Thomas Pesquet sur Terre après 6 mois dans l'espace. Alors, le spationaute français est rentré mardi à 4h33 précisément, au large de la Floride, après 6 mois de voyage dans l'espace, à bord de la Station Spatiale Internationale. Il était accompagné de 2 Américains et d'un Japonais. Alors, il a effectué plusieurs missions pendant ces 6 mois. D'ailleurs, l'une des missions principales qu'il a effectuées, c'est comment on peut dire ça ? Il a conduit la navette spatiale. D'accord. Ouais, depuis le 4 octobre, du 4 octobre jusqu'à son arrivée, il a conduit la navette spatiale. C'est le premier astronaute français à le faire. Donc, c'est quand même un sacré exploit, une sacrée prouesse. Il était donc en liaison avec le sol, donc avec les différents ingénieurs qui étaient en charge de la bonne tenue du voyage, et il était en charge de l'exécution des différentes tâches que les astronautes devaient faire sur la capsule. Il a effectué durant ces 6 mois 4 sorties extra-véhiculaires, donc c'est quand il sort de la station spatiale. Donc c'était notamment pour installer des panneaux solaires. Il a effectué aussi 200 expériences scientifiques. Il n'a pas chômé, notre Il n'a ami, pas chômé. Thomas Pesquet. Alors, il a notamment créé un bandeau pour récolter des données sur le sommeil. Il a également travaillé autour de la lévitation. Il a fait des expériences aussi autour de la neuroscience, ou encore il a partagé des données à distance. Donc, il a fait pas mal de choses, notre ami Thomas Pesquet. Et puis, et surtout, il a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. Ouais. On en a parlé hors antenne, Ibrahim. Ouais. C'est un peu comme ça qu'il a gagné en popularité. Exactement. Il nous a quand même partagé des super clichés. Voilà, donc il a été bon à ce niveau-là en termes de communication. Il est rentré donc depuis hier et maintenant son objectif ultime, il en a parlé un petit peu, c'est d'aller sur la Lune.
C'est son objectif ultime, objectif Lune, comme il l'a dit. Alors, il y a seulement 12 Américains qui sont allés sur la Lune, et ça date pas d'hier, hein, ça date des années 70. Et lui, il aimerait y retourner, mais de manière vraiment pérenne. Ok. Voilà. C'est vrai que on se souvient de Neil Armstrong qui avait posé le drapeau américain sur la Lune. Est-ce vrai ou pas? Je ne sais pas, ce n'est pas le débat. Mais en tout cas, lui, il a comme objectif, en tout cas, d'y retourner et de faire des choses un peu plus poussées. Voilà pour recontextualiser un petit peu l'aventure de Thomas Pesquet pendant ces 6 mois dans l'espace. Du coup, ma première question, c'est est-ce que vous avez suivi les aventures de Thomas Pesquet, et qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'il y ait un Français qui soit resté 6 mois comme ça dans l'espace? Moi, c'est la première fois et je pense pour beaucoup aussi, c'est la première fois qu'on suivait comme ça les aventures, on va dire le séjour d'un astronaute pendant sa mission. Comme tu le disais tout à l'heure, hein, Thomas Pesquet, il communique beaucoup sur Instagram, sur Facebook. Moi, je le suis parce qu'il envoie toujours des petites photos de temps en temps. Et pour résumer ça, il disait dans un de ses posts qu'il a passé 200 jours, qu'il a posté 81 photos. Et parmi les photos postées d'ailleurs... Allez, vas-y, place-le, comme ça on l'évacue direct, on n'en parle plus. Parmi les photos postées, il avait pris une photo de la ville de Conakry, de la presqu'île de Conakry. Et c'était très intéressant, et à chaque fois, et je pense que c'est ce qui lui a permis de gagner en popularité, parce qu'à chaque fois qu'il postait des photos, c'était des parties du monde totalement différentes. Ouais. Ça peut être en Afrique, ça peut être en Asie, Exactement. ça peut être en Europe. Et du coup, sur ces réseaux, les gens, ça leur fait plaisir de voir chez eux, entre guillemets, avec cette vue-là, en fait. Et du coup, ça intéresse un peu plus les gens le suivent un peu plus. Et puis, il a une certaine façon de communiquer, il a son humour, il ramène des petites informations. C'est un bon communicant. C'est un bon communicant, et du coup, ça donne envie de s'intéresser à l'espace, quoi. Ndeye, toi, quand tu vois un mec comme Thomas Pesquet aller dans l'espace, toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, ça te plaît? Je trouve que c'est bien, déjà. Ça inspire beaucoup les gens, surtout les jeunes, à aller... peut-être être astronaute plus tard, on ne sait pas. Et ça inspire, ça donne le sourire aux gens de voir que quelqu'un est allé sur la Lune, surtout que c'est pas fréquent. C'est clair. Et on a déjà eu ça avant avec Neil Armstrong, mais maintenant... Là, c'est un Français en plus, donc du coup, on est encore plus fiers, je pense. C'est vrai. C'est ça, exactement. D'ailleurs, toi, Ibrahim, sur le fait que, comme a dit Ndeye, ça peut... pourquoi pas susciter des vocations. Est-ce que toi tu penses qu'avec Thomas Pesquet, avec tout le travail qu'il fait en termes de communication, en termes de vulgarisation aussi de sa discipline, est-ce qu'il peut susciter des vocations chez les jeunes à terme? Ou ça reste un peu lunaire pour rester dans le thème? En termes de vulgarisation, c'est très bien, tu vois. Là, il y a des choses que tu as dites dans ta chronique tout à l'heure. On apprend, parce que quand les gens ils vont dans l'espace, on a l'impression qu'ils sont juste là. Ils sont en vacances. Ils sont en vacances, alors qu'ils vont travailler. Non, ils travaillent. Qui vont vraiment faire avancer les choses, quoi. Donc, c'est important que ces informations-là, lui, il ne communique pas forcément sur ça encore, parce que c'est peut-être un peu technique, il y a une façon de faire, mais c'est ce qu'il faudrait. Comprendre pourquoi on va dans l'espace, en fait. Après, oui, certes, ça donne envie de devenir astronaute, etc., mais il faut savoir que c'est très, très fermé. Lui, il est français, je sais pas, ça fait combien de temps qu'un Français n'est pas allé dans l'espace pour une telle mission. En plus, lui, il est le chef de l'ISS en plus maintenant. Oui, il a un rôle important. Il est important de maintenant. Donc, c'est très, très fermé. Donc, il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a beaucoup d'études à faire. Il faut être... faut au moins un master scientifique, il faut être très très bon. Et chaque année, je crois que c'est peut-être 3-4 personnes qui sont recrutées en fait pour aller dans l'espace, entre guillemets. Donc du coup, c'est très fermé, c'est très select, mais si on y croit, si on aime vraiment, on peut y arriver, on peut y aller. Ndeye, toi, si on te donne un billet pour aller dans l'espace, tu te sens prête à y aller ou... Moi, j'irai avec plaisir. Mais après, ça demande beaucoup de travail, comme il l'a dit, beaucoup d'études. Et franchement, faut vraiment être préparé mentalement, je pense, pour monter jusqu'en haut, quoi. Ah, c'est clair. C'est physique aussi, parce que... Oui, c'est très physique. Très physique. On l'a pas dit, mais... Thomas Pesquet, quand il est arrivé, il n'était pas en train de marcher tout de suite, quoi. Non. Et il y a une période d'adaptation, des réadaptations. Je crois que c'est 3 semaines. Donc là, il va aller en Allemagne faire sa rééducation avant de revenir en France. Parce que ça se trouve, tu vas revenir, tu pourras même plus marcher. Parce que c'est 6 mois sans pendant marcher. 6 mois, tes muscles, ils sont endoloris. Donc, forcément, il faut être prêt physiquement. Et du coup, le fait qu'il démocratise un petit peu cette discipline-là, vous en pensez quoi? On a vu qu'il avait fait des choses aussi avec des enfants, des élèves, des collégiens. C'est bien aussi d'avoir cette ouverture-là, Ibrahim? Ah oui, totalement. Totalement, ça fait rêver.
T'imagines, t'es un petit garçon, tu vois Monsieur Thomas Pesquet qui vient de l'espace, alors qu'il est là, il te dit des choses simples qui vont, toi, peut-être te donner envie pour croire en ce rêve et faire tout ce qu'il faut pour l'atteindre, en fait. C'est juste ça qu'il faut. Et ah oui, je t'ai pas posé la question sur le tourisme spatial. Ouais. Toi, si on te donne un billet, tu vas ou tu réfléchis à deux fois? Parce que tu l'as dit, c'est physique. Faut être prêt. Je pense qu'il y a toute une préparation aussi avant. Tu te sens prêt parce que bon, ça coûte des millions d'euros, mais on a vu que ça commence à émerger l'idée d'un tourisme spatial, sans forcément être un connaisseur, mais y aller juste pour y aller. Toi, ça te dirait ou pas de... Moi, ça me dirait pas, et même si ça me dirait, j'aurais pas les Et moyens. pourquoi ça te dirait pas? C'est très mauvais pour la planète. Mhm. Et c'est-à-dire que pourquoi on va faire du tourisme spatial juste pour dire je suis allé dans l'espace? Donc pour toi, il faut y aller pour un but précis, pour faire avancer les choses, quoi. Bien sûr. Toi, le tourisme spatial, ça te... Non, pas du tout. On parlera tout à l'heure du réchauffement climatique, Ouais. mais toutes ces choses-là, ça a un impact. On a un impact quand même sur le climat. Ouais. Et c'est pas des choses qui sont nécessaires en fait. Et au final, c'est des gens qui payent. C'est notre terre à tous en fait, tu vois. C'est pas que leur terre. Donc du coup, eux, ils vont polluer, ils vont dépenser, je ne sais pas. Parle bien dans le micro, ouais. Ils vont dépenser, ils vont dépenser, je ne sais combien. Ils vont contribuer à abîmer entre guillemets le climat. Et derrière, tout le monde est impacté en fait, parce que eux, ils ont les moyens de s'offrir ce luxe. Mais pour moi, c'est pas nécessaire. Pour les missions scientifiques, comme le font les astronautes. Oui. Mais pour le reste. Si vous avez de l'argent à gaspiller, on a beaucoup de choses à faire sur Terre. Il y a beaucoup de besoins. Donc pour toi, il faut y aller, mais pour un but, pour faire avancer la recherche, voilà, pas pour y aller comme si on allait à la plage ou au ski, quoi. Faut arrêter. C'est le message d'Ibrahim. Dites-nous en commentaire si vous êtes pour ou contre le tourisme spatial et si vous êtes impressionné par le parcours de Thomas Pesquet qui est rentré, on le rappelle, hier. Deuxième sujet, justement, tu parlais d'écologie, on va y rester avec le film d'Aïssa Maïga qui est sorti aujourd'hui. Je te laisse nous en parler. Oui, alors Aïssa Maïga a sorti son premier film en tant que réalisatrice. Donc le film s'appelle Marcher sur l'eau. Il sort en salle aujourd'hui, ce mercredi. Alors c'est un film qui parle du combat des habitants d'un petit village, le village de Tatiste. Donc c'est un village qui est situé au nord du Niger, dans la région de Tawa. Donc c'est une communauté Peul qui vit là et qui a beaucoup de difficultés en termes d'accès à l'eau. Donc alors que même sous leurs pieds, il y a de l'eau en fait. C'est pour ça que le film s'appelle Marcher sur l'eau. Mais pour avoir accès à cette eau-là, il faut creuser. Et pour creuser, c'est très profond, c'est parfois 90, 100 mètres. Il faut certains moyens et ils n'ont pas ces moyens-là. Donc le fil conducteur du film en fait, c'est dès le début, on a cette problématique-là. Et les habitants, ils essayent de se battre pour avoir un forage dans leur village. Parce que sinon, ils doivent marcher plusieurs kilomètres, jusqu'à 10 kilomètres, pour aller trouver de l'eau. Ou parfois, ils vont même marcher 10 kilomètres, ils ne vont pas avoir de l'eau. Parce qu'ils vont trouver que le puits est vide. Donc, c'est vraiment ce fil conducteur-là qui est montré. Et c'est un film qui est vraiment très beau. Au-delà du côté de l'aspect climat, réchauffement climatique. C'est un film qui parle beaucoup d'amour, de la relation entre les parents, les enfants, l'amour qu'il y a entre les deux. Et des conséquences du réchauffement climatique, notamment sur le fait qu'il y a des populations qui sont déplacées, qui se déplacent parce qu'ils n'ont pas d'eau, parce qu'il y a la sécheresse chez eux. Ça provoque entre autres de l'immigration clandestine. Ça fait que les enfants ne peuvent pas aller correctement à l'école parce que quand tu dois aller à l'école ou aller chercher de l'eau pour vivre, d'abord tu vas chercher de l'eau pour vivre et après tu vas à l'école. Donc tout ça a un impact en fait. Il y a un côté social aussi. Totalement. Donc le réchauffement climatique, les conséquences du réchauffement climatique, ça touche énormément de champs en fait dans nos vies quotidiennes. En tout cas, c'est un très bon film que je vous invite à aller voir avec des personnages qui sont très beaux, qui sont très vrais et la façon dont ça a été filmé. Ça permet à ces personnes-là qui sont filmées de garder leur dignité en fait. Parce que quand on va faire ce genre de film documentaire, je pense que ce qui est difficile pour un réalisateur, c'est de ne pas rentrer dans ce côté-là, les pauvres petits le misérabilisme. Voilà, exactement. Et donc du coup, là, Aïssa Maïga, elle a vraiment réussi à filmer ces personnes-là de façon digne. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de questions posées. Donc on est juste en immersion. En immersion, on est avec eux. Avec ces gens-là. Et ça suffit largement pour comprendre leurs problématiques tout en respectant leur dignité. En tout cas, c'est un film que je vous recommande d'aller voir. Il est en salle.
sorti aujourd'hui, donc allez-y si vous avez l'occasion d'aller au cinéma, allez regarder ce superbe documentaire réalisé, on l'a dit, par Aïssa Maïga. Ndeye, toi l'écologie, toi qui est jeune, fait partie de la nouvelle génération, c'est quoi ton regard par rapport à cette question de l'écologie, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, mais toi, comment tu te sens concerné par rapport à ça? Alors, moi, c'est vrai que je me sens pas trop concernée parce qu'en France, en vrai, on a tout ce qu'on veut. Donc, on a de l'eau à gogo. Si on veut aller manger, on peut aller manger. On peut avoir ça, mais c'est vrai qu'en Afrique, il y a des villages qui, eux, ils ont pas trop les moyens, ils ont pas tout ça. Et franchement, c'est dur, hein. C'est dur de les voir souffrir. Et ton... Ouais, vas-y, continue. Et après, en Afrique, c'est clair qu'il y a beaucoup de soleil. Donc franchement, il pleut pas trop. Ça fait que... ça dépend des zones en fait. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus touchés par la sécheresse que d'autres. Et notamment cette partie-là du Niger, quoi. Et cette problématique, elle est... de cette sécheresse extrême, elle est récente dans cette partie-là. D'après ce que j'avais lu, c'est que c'est vrai que il n'y avait pas de la pluie à gogo là-bas, mais que vraiment là, cette étape de sécheresse est vraiment liée au réchauffement climatique, et qu'il y a quelques années, c'était pas aussi criant. Et du coup, Ibrahim, le fait que justement on aborde des thèmes comme ça, comme le réchauffement climatique dans un continent comme l'Afrique, c'est vrai que, et encore une fois c'est mon avis, vous me direz si vous êtes d'accord, mais j'ai pas l'impression que quand on parle du continent africain, on pense à l'écologie immédiatement. Est-ce que déjà c'est normal pour toi qu'il y ait cet état de fait là, et comment on pourrait mieux sensibiliser le continent africain à ces questions d'écologie? En fait, la sensibilisation au niveau de l'écologie sur le continent africain, moi je parle surtout pour la Guinée, ça se fait déjà en fait, c'est naturel. En fait, nous ici en France, on en parle. Oui, il faut être écolo, etc. C'est des choses qui sont un peu dans l'air du temps, entre guillemets. T'as même l'impression que c'est un peu une hype. Au-delà du fait de faire des choses concrètes, t'as l'impression que les gens parlent d'écologie pour bien se faire voir, mais qu'au final... Par exemple, on va avoir beaucoup de gaspillage ici dans les pays occidentaux en général. Et en Afrique, tu vas moins avoir ce côté gaspillage-là, par exemple, que ce soit avec l'eau ou d'autres choses. En Afrique, tu vas beaucoup plus avoir ce côté où on va recycler des choses plutôt que de tout le temps acheter. Donc, on est déjà, les Africains, ils sont déjà dans la sensibilisation et dans des actions écologiques, en fait. On a vu, il y a des personnes, il y a des gens qui font des actions pour faire en sorte de planter des arbres, ce genre de choses. C'est des choses qui sont faites. Mais eux, ils sont moins dans ce truc-là. Ouais, on est écologue, etc. pour la planète, etc. C'est clairement un truc. En fait, ils sont plus dans les faits et moins dans la communication à outrance. Clairement. On n'est pas dans... Les Africains, ils ne sont pas dans cette communication-là. Mais ils sont beaucoup plus écologues que les Européens, j'ai envie de te dire. Et est-ce qu'on doit, du coup, nous, à notre échelle, peut-être revoir notre manière de vivre, Ndeye? Voilà, tu as parlé de notre mode de vie tout à l'heure. Est-ce que tu penses que pour faire évoluer les choses et éviter les catastrophes climatiques, alors là, on parle du film d'Ibrahim, mais même on a vu en Europe les inondations, les tempêtes. Est-ce que toi, tu penses qu'à ton échelle, tu peux avoir, on va dire, un rôle à jouer en changeant un tout petit peu ton mode de vie, ou tu penses que ça sert à rien? Même si moi je change mon mode de vie, même si on va dire le quart de la planète, enfin du monde qui a un peu d'argent, change son mode de vie, ça va rien changer parce que depuis le début on change notre mode de vie afin que ça puisse évoluer niveau écologie, mais il n'y a rien qui bouge, quoi. Ouais. Tu penses qu'on a déjà essayé d'avancer sur certains trucs par rapport à ça, par rapport à l'écologie, changer un petit peu notre mode de vie, que ça n'a pas forcément changé les choses? Ouais, bon, après il y a eu une période pendant le Covid où on devait rester confiné. Là, on a vu que le ciel il était plus dégagé, c'était plus propre. La qualité de l'air a changé aussi. Il n'y avait personne dehors. Or que on voit qu'avant le confinement, quand il y avait tout le monde, c'était pas très, très clean, quoi. Ouais. Et est-ce que c'est ça la solution, Ibrahim? Pas du tout. Touche chez nous. Non, ça, par contre, ça peut servir. Ça peut être intéressant qu'on fasse 2 mois de confinement dans l'année. Ouais, c'est ça. Histoire de faire respirer un peu la planète. Toi, Ibrahim, t'en penses quoi sur notre mode de vie? Moi, je rejoins totalement ce qu'il disait Ndeye, c'est-à-dire que c'est pas nous qui allons changer l'évolution des choses là. Entre la période pré-industrielle aujourd'hui,
il y a eu plus 1, la température globale a augmenté de plus 1,2 degrés. Et les scientifiques disent que, en gros, à 2 degrés, c'est le point de non-retour. C'est pour ça qu'ils ont fait toutes ces COP 21, 22, machin, pour essayer de dire que faire pour faire en sorte qu'on n'atteigne pas ce seuil, en fait. Mais le truc, c'est quoi? C'est que moi, je peux faire mon petit tri sélectif, etc. Tu le fais déjà? Je le fais. Ah bon? Moi, je fais du tri. C'est bien. Bravo, Ibrahim. Je fais du tri. Bravo. Mais la vérité, c'est que c'est pas nous qui allons impacter à l'échelle globale, en fait. Ouais. Parce que le truc, c'est quoi? C'est les grands industriels, les comment ça s'appelle? Les multinationales. Les multinationales, les grosses usines, etc. C'est eux qui impactent, en fait. Là où il y a des grosses productions qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Par exemple, les gars qui font dans le ciel pour aller se balader, pour faire 15 minutes, parce qu'ils ont de l'argent à gaspiller. C'est eux qui font en sorte que la planète se dégrade, en fait. Et le truc, c'est que c'est les pays riches, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle les pays du Nord, c'est eux qui polluent le plus, mais ceux qui en sont le plus victimes, c'est les pays pauvres, en fait. Comme là, dans le cas du village de Tatiste. Et ça, dans le film, le maître de l'école, il explique ça à ses élèves, que du coup, c'est pas à cause d'eux, forcément, qu'ils sont dans cette situation, mais c'est à cause d'autres personnes qui polluent, que eux ils n'ont pas d'eau, en fait. Et donc du coup, c'est pas à eux de changer leurs habitudes, entre guillemets, c'est à ceux qui polluent vraiment de changer leurs habitudes pour faire en sorte qu'on n'atteigne pas ce point de non-retour. Ouais. Et vous le voyez comment, l'avenir, là? Parce que c'est pas très réjouissant, là, ce qu'on entend, là. Day, comment tu vois l'avenir dans 20 ans, là? Franchement, je pourrais pas dire. Hein. Est-ce que tu comprends, est-ce que vous comprenez, j'avais vu un reportage récemment là sur Envoyé spécial, des gens qui ne voulaient pas faire d'enfants parce qu'ils avaient peur justement de laisser leur progéniture dans une planète qui va mal. Est-ce que vous comprenez ces gens-là ou pas? Moitié-moitié. Hein. Moitié-moitié, pourquoi? Dis-moi. Déjà, c'est important d'avoir une descendance. Ouais. Donc, vaut mieux faire des enfants. Mais après, c'est vrai que niveau environnement, écologie, c'est pas très, très propre de faire grandir des enfants dans ça, quoi. Donc, ouais, t'es partagé, quoi. C'est 50-50. C'est dur. Ibrahim, toi, non. On a mis de les typer chez ces gens. Ah bon? La vérité. Ah, tu les comprends pas un petit peu? Pas un tout petit peu? On va dire, je les comprends. J'essaye de les comprendre, mais il y a un raisonnement qui est un peu logique. Après, c'est extrême, en fait. C'est trop extrême pour moi. Ouais. C'est comme si, moi, je pourrais te dire, demain, j'ai envie de faire plusieurs enfants parce que j'ai envie de créer, de faire en sorte qu'il y ait des gens qui vont faire changer les choses, en fait. Qui vont faire en sorte que les choses s'améliorent, en fait. Plutôt que d'aller dans donc pour toi, il y a une certaine fatalité qui ne te plaît pas dans le discours, quoi. Pas du tout. Ouais. Mais peut-être qu'ils pensent comme toi, ils se disent qu'à leur échelle, ils peuvent pas changer les choses. Bon, et peut-être qu'ils se disent ça. Hein. Ça, c'est leur dos. Après... Ibrahim, il est pas fan de. C'est dommage. Ouais. Bon, et il y en a de plus en plus. Hein. En tout cas, la problématique, elle est là. Hein. Et selon le groupe, comment il s'appelle, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ils ont donné quelques chiffres. Hein. Et d'ici chaque année déjà, c'est 20 millions de réfugiés climatiques. Parfois, on voit des gens qui sont déplacés, des migrants, etc. On se dit pourquoi ils sont là. Il y a certaines de ces personnes qui sont déplacées parce qu'ils ont des problèmes à cause du climat, en fait. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Parce qu'on parle surtout des réfugiés au niveau soit économique ou politique, guerre civile, compagnie, mais on ne parle pas des réfugiés climatiques. C'est quasiment 20 millions chaque année. Et d'ici 2050, si la situation, si on atteint les plus 2 degrés par exemple, on serait à 250 millions de réfugiés climatiques. C'est énorme. Et plus de 400 millions de personnes qui sont en pénurie d'eau. Donc les années à venir, vu comme ça, si on continue, si les États, les grands groupes, les multinationales continuent comme ça, on va atteindre ce point de non-retour malheureusement. Bon, dites-nous, comme d'habitude, en commentaire, votre avis sur l'écologie, sur le film d'Aïssa Maïga, si vous êtes allé le voir comme Ibrahim cet après-midi. Et voilà, donc n'hésitez pas à débattre en commentaire. On va passer au dernier sujet, les amis. Dernier sujet de l'émission, on va parler un peu de football pour détendre un peu l'atmosphère. Encore que
Est-ce que C'est l'atmosphère va être détendue? Je ne sais pas. On va parler d'Edouard Mendy, le portier de Chelsea. Edouard Mendy, absent de la liste des 30 joueurs nommés au Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, hein, je le répète et je le dis pour ceux peut-être qui ne connaissent pas ce que c'est l'élection du meilleur joueur de foot de l'année. Alors, un petit mot sur le palmarès d'Edouard Mendy. Champion d'Europe avec Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe d'Europe au mois d'août, victoire face à Villarreal. Lors de la saison 2020-2021, c'est 25 clean sheets sur Incroyable. 44 matchs. Les clean sheets, c'est des matchs sans encaisser de but. Il a une stat folle aussi, je crois, 16 ou 17 matchs sans prendre de but en Ligue des Champions sur 22 disputés. C'est quand même des très grosses statistiques pour Edouard Mendy, titulaire indiscutable dans les buts du Sénégal, un des favoris pour la prochaine CAN. Totalement. Et pourquoi pas un outsider pour la Coupe du Monde. Ils ne Totalement. sont pas encore On l'espère. qualifiés, mais en tout cas, ça reste une grosse nation d'Afrique. Et tout ça n'a pas suffi à le mettre dans les 30 joueurs, les 30 meilleurs joueurs du monde, malheureusement pour Edouard Mendy. Et ça repose l'éternelle question de la place des joueurs africains dans ce vote. Alors, le dernier Africain à avoir gagné le Ballon d'Or, Georges Weah, en 94. D'ailleurs, c'était le premier non-européen à avoir gagné le Ballon d'Or. Voilà, Georges Weah, qui n'a pas de successeur africain, malheureusement. Alors que, franchement, Il aurait pu y en avoir. en Samuel 27 Eto'o, il aurait ans, pu le gagner. Samuel Eto'o, pour moi, en 2009 ou en 2006, Clairement. il doit l'avoir. Sadio Mané en 2019, par exemple. Bon, voilà, c'est compliqué. Je dirais même peut-être... Drogba, c'est peut-être un peu léger au niveau Ballon d'Or, mais voilà. En tout cas, il y a eu des joueurs qui auraient pu mériter le Ballon d'Or, et ça pose l'éternelle question de la place du joueur africain dans le Ballon d'Or. Et du coup, je vous pose la question, est-ce que, selon vous, c'est clairement à cause de son passeport sportif qu'il n'a pas le Ballon d'Or, qu'il n'est pas dans la liste des 30? Ndai, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pourrais rien dire, je connais pas le foot. Très bien, merci Ndai. Et de quelle origine? Sénégalaise. Ah, putain, compatriote. Je connais même pas. Tu vas le suivre peut-être. Tu as regardé la CAN? Ouais, j'ai regardé. Tu penses? Ouais, et tu vas la regarder là en 2022? Tu vas la regarder. Bon, tu suivras Edouard Mendy et tu verras que c'est quel joueur. Tu connais des joueurs sénégalais ou pas? Idrissa Gueye. Ah, c'est bien, Idrissa Gueye, joueur du PSG. Il y a Keita Baldé. Ouais. Ouais, Keita Baldé, effectivement. Il y a Mbaye. Non, attends. Si tu parles d'Habib Beye, c'est un ancien joueur. Non, c'est pas lui, je sais plus comment il s'appelle. Tu connais pas Sadio Mané? Si, Sadio Mané. Sadio Mané, quand même. C'est lui, je l'ai oublié. Ah, ouais. En plus, c'est le plus important, le plus connu. Le numéro 10, vice-capitaine du Sénégal, effectivement, Sadio Mané. Ibrahim, qu'est-ce qui se passe avec Edouard Mendy? Il y a deux choses qui jouent. Hein. Déjà, le fait qu'il soit africain. Et en plus d'être africain, il est gardien. Ouais. Le pauvre, il n'a pas de chance. Ouais. Il coche toutes les cases. Toutes les cases qu'il faut pour ne pas... Et en plus de ça, c'est pas un joueur qui est hyper... on va dire très dans la com, parce qu'il y a ça aussi qui joue dans la question du Ballon d'Or. Et si on regarde sur la partie gardien, les gardiens, il n'y a aucun gardien. Il n'y a qu'un seul gardien qui a gagné. Yachine. Il y avait Yachine, le seul. Et depuis, c'était deuxième place, troisième place. On a vu Oliver Kahn, qui avait eu troisième place en 2001. Il y a eu Casillas, qui a tutoyé le podium aussi. Qui était sur le podium. Neuer qui était sur le podium aussi. Il y a eu, comment il s'appelle, le gardien de Liverpool qui était très bien placé. Alisson Becker. Donc voilà, à chaque fois, il se rapproche. Mais quand on est gardien, c'est quasiment impossible d'avoir le Ballon d'Or. Parce que le Ballon d'Or, c'est une récompense en fait qui récompense surtout les joueurs offensifs en fait. Et ça aussi c'est un problème. Même en termes de défenseurs, le seul défenseur je crois qui a gagné, c'est Cannavaro. Ouais, Fabio Cannavaro. À part lui, il n'y a pas eu d'autres défenseurs qui ont gagné. Je n'ai pas le souvenir. Donc, mais il faudrait regarder cette stat. Faudrait regarder. En tout cas, il n'y en a pas eu beaucoup, c'est sûr. Donc du coup, c'est très problématique cette récompense-là. Parce que si ça vise uniquement les joueurs offensifs, c'est pas juste pour l'ensemble de l'équipe. Il faudrait alors créer d'autres... Un ballon d'or sur chaque poste. Un ballon d'or sur chaque poste. Ça serait beaucoup plus juste à mon sens, je trouve. Il y en a qui militent pour ça, un ballon d'or pour chaque poste. Pourquoi pas, ça peut être une solution. Mais là, ça commence déjà un peu, parce qu'il y a le trophée Yachine qui a été mis en place depuis 2019. Ouais. Et c'est d'ailleurs Alisson Becker qui avait remporté ce premier trophée. En 2020, ça n'a pas eu lieu à cause de la crise Covid. Là, en 2021, ça sera peut-être
Edouard Mendy. Ah, ce serait vraiment Ça très serait bizarre peut-être, qu'il ait le trophée Lev Yashin alors qu'il est même pas dans les 30 du Ballon d'Or, alors qu'il y a des gardiens dans la liste. Hein. C'est fou quand même. C'est dingue. Hein. C'est quand même En tout incroyable. cas, il mérite. Est-ce que ça te... T'aimes toujours le Ballon d'Or? Est-ce que c'est un trophée qui te plaît toujours ou est-ce que tu as un peu de détachement par rapport à ça? Honnêtement, j'ai beaucoup plus de détachement. Quand Ouais. je regarde dans les années Zidane, les années Ronaldo, R9, tu vois, là, c'était un peu différent, Kaka, etc. Ouais. C'était intéressant. Mais depuis qu'on est rentré dans l'ère Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo, T'as eu Modric au milieu quand même. il y a eu Modric au milieu. Ouais. Depuis ça, en fait, c'est moins... Ouais. Il y a moins de suspense, quoi. Ouais. Quoique cette année encore, ça va. Ah, cette année, il y a du suspense. Cette année, ça va. Ouais. On n'a pas ces deux gros-là. Mais voilà, c'est une récompense qui est très critiquée, et à juste titre. Hein. Il y a eu plein de joueurs qui auraient mérité. Je pense notamment à Ribéry en 2012. 2013. Iniesta en 2010. Iniesta en 2010. Donc, c'est des choses, ça te fait mal au cœur. En tant qu'amateur du football, tu vois ça, tu te dis, c'est pas juste. Et du coup, ton favori pour cette année? Karim Benzema, naturellement. Mais t'es pas objectif, on Je le ne sait suis pas tous. objectif. Je ne suis pas objectif. J'aimerais que Karim Benzema le remporte, mais je ne suis pas objectif. Moi, je pense que ça va être Lewandowski. Je pense qu'il mérite. Lassana, il est d'accord avec moi. Je pense que Lewandowski... il mérite. il a mis une valise de buts, c'est incroyable. Lassana, il valide. Lassana, il valide. Non, mais c'est vrai que si on parle vraiment purement statistique, c'est que Lewandowski est largement devant. Après, Lewandowski, il est devant sur les buts. Mais après, sur le reste, si on prend les autres options... C'est son taf de marquer des buts. C'est son taf, mais il n'a rien fait en sélection, en Ligue des Champions. Il n'a rien fait en sélection non plus. Bon, il a gagné la Ligue des Nations, mais la Ligue des Nations, c'est pas un trophée majeur. C'est pas un trophée majeur, mais voilà. Ligue des Champions, Benzema est sorti en demi, Lewandowski en quart. Il n'a pas joué la double confrontation. D'ailleurs, je pense que s'il était là contre le PSG, je ne sais pas si le Paris Saint-Germain se serait qualifié. Mais ça, c'est autre chose. Mais après, il y en a, ils diront Messi parce qu'il a gagné la Copa América cet été. Ah, Messi fait une grosse saison quand même. Mais en fait, Messi, on en parle moins parce qu'il nous a habitués à être au top niveau. Ouais. Donc, s'il fait un peu moins que les autres saisons, on va moins en parler de lui. Ouais. Mais si on regarde ce qu'il fait, le nombre de buts qu'il marque, etc., malgré la saison catastrophique du Barça, c'est pas mal, on voit depuis qu'il est parti cet été. Mais ça va changer là avec néant, l'arrivée de Xavi. Xavi qui est arrivé là début de semaine. Ouais. Là, on s'égare là. Et non, mais c'est bien de. Non, s'égare. Ça reste du foot. Ça reste du ballon. Xavi qui est arrivé au Barça. Lui aussi, il aurait mérité un petit ballon d'or. Quand même. Clairement. Et sa carrière, il aurait peut-être mérité un ballon d'or aussi. Dites-nous votre favori pour le ballon d'or. Résultat début décembre. Ouais. On aura le nom du lauréat. C'est vrai qu'en 2020, il n'y a pas eu de ballon d'or pour cause Covid. Là, cette année, on verra si... moi, je pense que ça va être à Lewandowski. On verra si j'ai raison ou pas. Et pour le trophée à Chine, c'est le 29 novembre. Ouais. On saura si Edouard Mendy, du coup, il pourra se consoler avec ça. Ouais, c'est une distinction intéressante. Hein. Ah oui, clairement. C'est une distinction. Et j'espère qu'elle prendra beaucoup plus de valeur dans les années à venir. On l'espère aussi. C'est la fin de cette émission. Merci Ndeye pour ta première. Merci à vous. Bravo à toi. Invité. Écoute, t'es pas invitée, t'es une chroniqueuse. Tu n'es pas invitée. Voilà. T'es chez toi. T'es chez toi. Une chroniqueuse. Voilà, une chroniqueuse. Tu pourras le mettre dans ton CV. Chroniqueuse Radio 4K. Totalement. Voilà. Merci Ibrahim. Merci à toi. Merci Lassana pour le live Instagram. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Le podcast qui sera disponible très vite sur le site web Urban Street Reporter, c'est sur Spotify, les autres plateformes d'écoute. Exactement. Le replay de l'émission sur notre page Facebook Urban Street Reporter, sur la page Facebook MNG Radio, sur la page Facebook LBSFM. D'ailleurs, le replay de l'émission sera aussi sur les antennes d'MNG Radio, notre partenaire 99.7 FM en Seine-et-Marne. Et puis quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Radio 4K. Et le prochain rendez-vous d'LBSFM, c'est dès demain, 18h. Soyez au rendez-vous. On va accueillir un acteur, Hakim Chir, qui a joué dans la saison 1 et 2 de Validé. D'accord. Qui joue le rôle d'Ousmane dans Validé et qui gère un club de boxe à Villetaneuse. Donc on l'aura demain après-midi pour parler de Validé, pour parler de boxe. On va parler de plein de choses avec notre invité Hakim Chir. Donc soyez au rendez-vous demain et puis le prochain Radio 4K c'est dans 2 semaines, le 24 novembre. On vous souhaite une excellente soirée. Salut à tous. Salut.